Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour Cinéphile Insomniaque, bienvenue dans Somniloque, votre émission qui met un petit peu de beauté, de poésie et oserais-je même dire de grâce dans ce quotidien morose et plombé par la pandémie mondiale. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés, j'espère que vous êtes prêts à entendre un petit peu parler à cette heure tardive de cinéma. D'une façon un petit peu différente cette fois-ci, puisque en effet, là, ça y est, Somniloque est arrivé à un point de rupture, et il est nécessaire finalement pour que l'émission continue de survivre, pour qu'elle se pérennise finalement, de renouveler le procédé. Et donc c'est pour ça que cette semaine, au lieu de parler d'un sujet, d'une sorte de concept général que l'on peut rattacher au cinéma, aujourd'hui nous allons parler d'un réalisateur. C'est quelque chose que j'avais eu envie de faire, eh bien, dès le début en fait de la création de ce podcast, parce que voilà, le podcast c'est quand même un espace de grande liberté de parole, et on peut parler de tout ce dont on a envie de parler, et on peut disserter, surtout que là on est à une heure tardive, et en plus je vais pas vous mentir, j'ai bu quelques petits verres avant d'allumer ce micro, donc voilà, je veux dire, voilà, nous sommes vraiment dans un espace de convivialité, dans un espace de communion des paroles, et finalement l'utiliser pour parler un petit peu de cinéma à travers ceux qui le font, et bah ça me paraît tout aussi pertinent. Et cette semaine, le réalisateur que vous avez choisi, donc que j'aborde en premier pour inaugurer le bal, puisque je le rappelle, vous pouvez voter toutes les semaines sur Twitter et Instagram @dex et le cinéma pour choisir le sujet du prochain épisode, et bien c'est Terrence Malick. Terrence Malick qui a quand même dû vous faire tiquer, enfin en tout cas faire tiquer certains d'entre vous lorsque j'ai annoncé ce metteur en scène comme étant le sujet du prochain épisode, et bien parce que, si vous me connaissez, vous le savez, ce n'est clairement pas un metteur en scène que je porte dans mon cœur, à contrario des personnes qui me soutiennent sur Patreon, voilà, qui font des dons. La transition n'était pas extrêmement fluide, mais je l'assume quand même. En tout cas, voilà, merci à vous de continuer de me soutenir, de continuer à croire en ce que je fais. Voilà, si jamais vous voulez participer à ce type de soutien financier, voilà, même si évidemment rien n'est obligatoire, le lien est dans la description. Terrence Malick, comme je le disais, n'est clairement pas un metteur en scène que je porte dans mon cœur. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de me friter aussi plusieurs fois avec différents cinéphiles et non cinéphiles, hein, d'ailleurs, puisque le cinéma de Terrence Malick, contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord, est quand même un cinéma d'auteur relativement accessible, ce qui le rend finalement très intéressant, parce que là où justement certains autres metteurs en scène pourraient exiger, on va dire, de leur public énormément de références pour comprendre la puissance cinématographique de ce qui est en train de se jouer sur l'écran, et bah c'est pas le cas avec Terrence Malick. En tout cas, je ne trouve pas. Je connais plein de personnes qui ne sont pas cinéphiles, qui ne se disent pas cinéphiles, qui ont vu des films de Terrence Malick et qui, pour certains, les ont appréciés. Donc c'est d'autant plus intéressant de parler de ce metteur en scène, un metteur en scène qui, même si, bon, on va dire que le public qui attend son cinéma est un public de cinéphiles, mais c'est quand même un metteur en scène qui peut toucher au-delà de cette barrière, de ce carcan social qu'on appelle la cinéphilie. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi de me perdre dans des élucubrations à son sujet à cette heure tardive, que c'est un metteur en scène dont je reconnais l'immense talent, mais que c'est un metteur en scène que je n'aime pas. Et là, on va toucher un point très intéressant de l'exploration de ma cinéphilie, et donc de l'exploration de toutes nos cinéphilies, parce que moi, il y a mon Terrence Malick à moi, c'est pas le seul, hein, il y a d'autres metteurs en scène que je range un peu dans cette catégorie, comme Jean-Luc Godard par exemple, qui sont des metteurs en scène qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui sont des réalisateurs qui produisent un contenu artistique extrêmement puissant, c'est-à-dire qu'on a une proposition esthétique qui est totale et que je constate évidemment sur l'écran, jamais je ne me permettrais de dire que ce sont de mauvais réalisateurs, et pourtant un contenu auquel je ne suis absolument pas réceptif. Et c'est passionnant, bien sûr, de s'interroger sur le cinéma à travers nos détestations de certaines de ses œuvres. Parce que finalement, parler de cinéma uniquement à travers les films que l'on aime, c'est, on va dire, occulter tout un penchant des propositions esthétiques des différents artistes qui sont tout aussi intéressantes et qui, justement, parce qu'elles nous déplaisent, nous permettent de mieux comprendre quel est le cinéma que l'on aime. Et c'est pour ça que je considère qu'il faut toujours penser notre propre détestation. C'est-à-dire que lorsqu'on n'aime pas quelque chose, il faut vraiment se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ce film ? Pourquoi est-ce que je n'aime pas cette proposition ? Qu'est-ce qui me dérange ? En quoi est-ce qu'elle vient peut-être mettre à mal mes considérations que je peux avoir sur ce que doit être le cinéma, comment est-ce qu'elle vient interroger mes présupposés aussi, ce que je croyais acquis, ou comment est-ce qu'elle vient au contraire salir une démarche que je considérerais comme plus qualitative en fait. Et Terrence Malick est pour moi le parfait exemple pour discuter de tout ça. Je vais tout de suite préciser quels sont les films de Terrence Malick que j'ai vus, parce que je vais pas vous mentir, quand au bout de plusieurs longs métrages d'un même metteur en scène, surtout d'un metteur en scène qui a autant de personnalité que Terrence Malick, tu les aimes pas,
tu vas pas non plus t'en taper 150 pour le plaisir. Hein. Je veux dire, voilà, nous sommes tous des êtres humains, moi le premier, mais ça ne va d'une part pas m'empêcher de donner mon avis sur le bonhomme en général, et surtout, je ne pense pas que ne pas voir l'intégralité de la filmographie de quelqu'un nous empêche finalement de comprendre fondamentalement quelle est sa démarche d'artiste, pour peu que l'on soit à l'écoute de la démarche qu'il met en place, voilà, que ces films incarnent. Donc je vais tout de suite vous préciser ça. J'ai vu La Balade sauvage, donc son premier long métrage qui est sorti en 1973. J'ai vu Tree of Life, son tournant esthétique qui arrive en 2011. J'ai vu Night of Cups. J'ai vu le début de Song to Song, donc j'ai pas regardé en entier ce film, donc je vais pas me prononcer dessus. Et j'ai vu Une vie cachée, A Hidden Life, le dernier long métrage qu'il nous a sorti en salle et qui est sorti en 2019. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près quel est mon bagage, quel est mon rapport avec Terrence Malick, et nous allons pouvoir parler de ma détestation. Et je sais que tu es là à faire non de la tête, à te dire mais pourquoi est-ce que je vais écouter Clément déblatérer de la merde sur un metteur en scène que j'adore? Eh bien justement parce que le fait que je déteste Terrence Malick et que ce soit un rejet presque épidermique, hein, c'est-à-dire que vraiment quand tu me dis Malick, tout de suite je fais oh. Oui, je suis très onomatopée en général, hein, c'est uniquement pour le contenu que je vous propose, hein, que je construis une pensée, d'habitude c'est vraiment que des bruits. Moi dans mes réactions aux œuvres d'art que je regarde, le fait est que lorsque j'ai une réaction justement comme ça face à une œuvre d'art, et bah ça me pousse à interroger la démarche de l'artiste et donc finalement à analyser son cinéma. Et c'est d'ailleurs très intéressant de remarquer que chez beaucoup de théoriciens, on peut trouver un discours extrêmement pertinent sur une œuvre que le théoricien en question déteste. Comme quoi la détestation peut amener quelque chose de positif, et j'ai envie de dire que ça c'est beau. Ça c'est beau, et c'est tout aussi beau que les longs métrages de Terrence Malick en eux-mêmes, parce que évidemment, la première chose qui vient lorsqu'on parle de Terrence Malick, c'est d'abord une façon de filmer. Parce que finalement, parler de Terrence Malick, ce n'est pas parler des histoires des films de Terrence Malick. C'est parler de ses images. C'est parler de sa façon de filmer. Parce que on peut aimer Terrence Malick, mais enfin bon, je pense que même si on est très 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 fan de ce metteur en scène, je veux dire, voilà, chacun ses défauts, chacun ses tares, on peut difficilement quand même dire que ce sont les scénarios du gars qui sont le point fort de son art. Au contraire, c'est sa forme. Terrence Malick fait partie, selon moi, de ces réalisateurs que l'on peut qualifier de formalistes. C'est-à-dire qu'il y a une forme chez Terrence Malick et que c'est pour ça que l'on va voir ces films. Quand on va voir Une vie cachée, avant même de savoir de quoi parle le film, lorsqu'on a lu le nom Terrence Malick, on sait tout de suite à quoi est-ce qu'on va avoir droit. On sait tout de suite quels vont être ces plans extrêmement longs. On va filmer la nature, on va filmer des moments de silence, on va avoir une caméra qui va être énormément en steadicam, pour avoir une impression d'image qui est un petit peu vaporeuse, l'idée que le cadre est en train de flotter sur le monde qu'il est en train de filmer. On va avoir énormément de musique, on va avoir énormément de téléologie aussi, c'est quelque chose dont on va pouvoir parler d'ailleurs, l'obsession, disons l'attrait très 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 poussé de Terrence Malick pour la question religieuse, qui est quand même une question qu'il traite dans la quasi-totalité de ses films, en tout cas la perdition, la question de l'âme, de la spiritualité, de comment est-ce que nous nous construisons dans une quête vers ce que l'on a perdu, qui est en fait le rapport à la spiritualité. Énormément des films de Terrence Malick parlent de ça, de la question de l'errance morale des personnages qui petit à petit, reconstruisant ce qu'ils estiment être la morale, ce qu'ils estiment être juste, accompagnant un chemin vers, en tout cas, une certaine idée du bon au sens moral du terme, qu'ils sont touchés par la grâce. Terrence Malick est un metteur en scène qui met sa forme au service d'une idée qui finalement est assez belle en fait, et assez premier degré, ce qui est très intéressant chez un metteur en scène que on pourrait au premier abord qualifier de complexe, parce que c'est quand même si j'avais dit que son cinéma était relativement accessible, on est quand même sur une idée, une vision de la mise en scène, une vision de la captation des moments qui est très exigeante. Enfin, je veux dire, voilà, quand on prend Une vie cachée qui, dans mon esprit, dure à peu près 8 heures, mais qui me semble en réalité dure 2h40, quelque chose comme ça, on est vraiment sur une volonté de faire durer les plans, de faire durer les moments, de faire naître quelque chose dans le temps long. La question du temps long qui est aussi une question que l'on a abordée au travers des différents épisodes de ce podcast, à quel point c'est important le temps long. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je crois profondément pour faire naître quelque chose à l'image. Et cette obsession de Terrence Malick, et ce n'est pas un terme que j'emploie négativement, parce que selon moi, tout artiste conséquent, c'est quelqu'un qui a des obsessions.
en fait, qui a une façon très précise de raconter ce qu'il a envie de le raconter et qui ne déviera pas de cette voie-là, et on le respecte totalement pour ça, et je le respecte totalement pour ça, c'est quelqu'un qui est en quête de la grâce. Et c'est d'ailleurs intéressant, et c'est là où justement j'en reviens à l'idée que c'est un metteur en scène qui est conséquent, c'est parce qu'il est en quête de cette grâce, une grâce cinématographique, qu'il met en place par la technique, qu'il met en place dans sa recherche de la beauté picturale d'abord, puis morale ensuite, parce qu'en fait Terrence Malick, même lorsque je prends l'exemple de Night of Cups, même lorsqu'il filme des personnages qui sont en perdition morale, ou même la balade sauvage, en fait ce qui va l'intéresser, ce n'est pas la perdition, ce n'est pas la noirceur de ces personnages, ce sont au contraire les moments de beauté au fur et à mesure que cette noirceur, petit à petit, disparaît au nom même de la beauté. C'est tout le sujet, même, j'ai envie de dire, de la balade sauvage. C'est un film qui parle de deux criminels, entre guillemets, enfin, en tout cas, l'un est criminel et l'autre, la fille, va tomber amoureuse de lui, et finalement, on voit que c'est cet amour, c'est-à-dire le caractère positif, bon, la beauté, en fait, justement, la grâce du monde et de la vie, l'amour, qui va éclipser totalement la noirceur, et La Balade sauvage est un film qui parle de beauté, alors que fondamentalement, ce qu'il raconte est tragique et très sombre. Et c'est autant le cas dans La Balade sauvage que si l'on fait le pont dans toute sa filmographie et qu'on se retrouve à son dernier long métrage, dans Une vie cachée. Une vie cachée est un film sur la quête de la grâce, sur un personnage qui, justement, dans un univers extrêmement sombre, violent, dur, le nazisme, je veux dire, voilà, on peut difficilement faire pire dans l'histoire de l'humanité, eh bien, on va quand même avoir cette idée qu'il faut chercher la beauté, qu'il faut chercher la grandeur d'âme, au sens à la fois moral mais aussi spirituel, et la caméra va accompagner cette recherche-là. Et donc, finalement, la forme de Malick, elle est très cohérente par rapport à sa démonstration scénaristique, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de nous dire le monde est beau, le monde est rempli de grâce, c'est un mot d'ailleurs qui est central dans The Tree of Life, la question de la grâce, et le monde est plein de Dieu, et Dieu est toujours là. Et moi, ce que je fais, en tant que metteur en scène, moi, Terrence Malick, qui vous parle à cet instant dans le micro de Clément Schmitt à une heure tardive, ce que je fais, c'est que je filme des gens qui sont en quête de Dieu, et qui, pendant qu'ils sont en quête de lui, et de sa grâce, les accompagne. Car ce qui est très intéressant chez Terrence Malick, c'est que Dieu est avec les personnages. C'est d'ailleurs la grande différence que l'on peut voir pour prendre l'exemple d'un autre film qui traite le sujet de la question religieuse et de la quête morale, etc. Enfin, de façon très différente, mais vous allez voir où je veux en venir. Quand on prend Silence de Martin Scorsese, il n'est pas dit dans la mise en scène de Silence que la grâce est avec les personnages. Les personnages sont en train, au contraire, de chercher la grâce. Ils sont en quête de cette beauté du monde, justement, que leur foi absolue leur donne en fait l'espoir que cette beauté existe, mais dans la mise en scène de Martin Scorsese, on est dans l'idée que finalement c'est la conviction humaine qui fait exister la grâce dans un monde qui est violent. Alors que chez Terrence Malick, la grâce du monde existe. Et en fait, c'est ça qu'il capte presque plus que la trajectoire de ses personnages. En fait, c'est comme si les personnages de Terrence Malick n'étaient là que pour accompagner une révélation qui n'est pas celle des personnages, mais qui est d'abord celle du cinéaste, qui est que le monde est rempli de beauté, et que le monde est grand, que le monde est beau, que le monde est Dieu. Et c'est très intéressant, moi je trouve, comme démarche artistique, comme démarche de se dire, je suis un homme et je vais filmer Dieu. Parce que c'est un peu ça, en fait, qu'il y a derrière la démarche de Terrence Malick, c'est je vais rendre compte de l'existence de quelque chose d'aussi démesurément plus grand que moi, qu'on appelle la grâce. Enfin, je veux dire, c'est un projet sacrément ambitieux, et d'autant plus ambitieux que le cinéma est un art qui, finalement, je vais l'employer, je vais dire ça avec des termes plutôt négatifs, mais en fait, c'est pas un terme négatif, c'est un art qui cloisonne beaucoup le regard, parce que c'est un art qui nous impose beaucoup de choses en tant que spectateur. Là où, justement, la question religieuse, ce qui est très intéressant dans la foi, la question de la foi, c'est que c'est quelque chose qui vient de soi à soi. Je suis pas croyant, moi, personnellement, et donc, justement, je suis très intéressé, en fait, par cette question-là, de comment est-ce qu'on peut avoir la foi, de comment est-ce qu'on peut entretenir ce rapport au divin, et en fait, à chaque fois que tu vas parler à des croyants, quelle que soit la religion, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, dans l'universalité du rapport à la foi, et je dis bien la foi, pas la religion, c'est que il te parle d'une chose qui est très intime, en fait, qui est vraiment quelque chose qui va de soi à soi, et qui finalement ne nous appartient qu'à nous, et qui n'appartient en fait qu'à notre liberté d'homme.
La foi est un acte de liberté chez le croyant. Là où le cinéma, en fait, est finalement un art qui n'est pas très démocratique, dans le sens où il nous impose des images, il nous impose une narration, il nous impose un montage. Et on pourrait a priori se dire qu'il y a presque une contradiction entre l'exercice de la liberté humaine, philosophique, qui est j'ai la foi, et j'ai la foi pour moi, et en tant que moi, j'entretiens une relation avec la grâce de Dieu, et l'idée qu'un film nous dit, voilà comment il faut croire, entre guillemets, voilà comment moi je vois Dieu, et à quelque part, à quel point l'humain filmant un sujet démesurément plus grand que lui, à savoir Dieu, nous l'impose, cette représentation. Et en disant ça, en fait, j'ai l'impression qu'on touche au fondement même de ce qu'est la démarche de cinéaste de Malick, et de ce qui est son grand paradoxe d'ailleurs, à travers tout ce qu'on a pu dire jusqu'ici, c'est que Terrence Malick filme la grâce de Dieu. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est ça que le sujet filmique de Terrence Malick, et c'est très intéressant. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il filme quelque chose qui n'existe pas. Entendons-nous bien, quand je dis qu'il n'existe pas, je ne veux pas dire que Dieu n'existe pas. C'est pas mon sujet, je n'ai pas le narcissisme de prétendre que Dieu n'existe pas ou qu'il existe. Voilà, je ne suis qu'un homme, et je pense que les questions divines sont des choses qui nous dépassent très largement, dans notre capacité à comprendre le monde qui nous entoure. Commençons déjà par nous comprendre nous-mêmes en tant qu'être humain, ensuite on pourra réfléchir sur ce qui se passe au niveau cosmogonique. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la petite réflexion religieuse de Clément du soir. Mais, ce que je veux dire dans le sens où il filme quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'il filme quelque chose que je ne peux pas voir. Ce qui est fascinant, je veux dire, comme démarche de metteur en scène, c'est-à-dire qu'on a un réalisateur qui a consacré la quasi-totalité de son cinéma à filmer quelque chose qui relève strictement de la relation intime de l'homme au monde. C'est-à-dire qu'il filme quelque chose qui est invisible. Terrence Malick consacre des heures et des heures et des heures de captation pour saisir quelque chose que par définition, nous sommes incapables de représenter. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir à quel point il y a une obsession dans l'humanité de représenter la question de Dieu, la question de l'infiniment grand, de l'infini même avec un I majuscule, qui est une notion qui nous échappe complètement. Et qui est une notion que pourtant, désespérément, à travers l'art religieux qui a quand même gouverné l'histoire de l'art depuis que l'homme a commencé à représenter des choses, on essaye de saisir ça, on essaye de le représenter, mais par définition, on ne peut pas le faire. Parce que c'est quelque chose qui nous échappe. Quand on dessine Dieu, en fait, on ne dessine pas Dieu, puisque Dieu, fondamentalement, on n'a absolument aucune idée de ce que c'est. Enfin, je veux dire, t'imagines l'idée qu'il y a une force qui a créé la vie, qui a créé le monde, mais comment est-ce que tu peux te représenter une telle force, en fait ? Il y a une impossibilité de représentation. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que certaines religions, justement, ont esquivé cette question-là. Et pourtant, c'est ce qu'il cherche à faire, Terrence Malick. C'est ce qu'il cherche à faire, tout en ayant finalement conscience qu'il n'y parviendra pas. Et je pense que c'est peut-être ça qui me dérange dans son cinéma, et peut-être aussi ce qui le fait qu'il est tant apprécié par d'autres, c'est que c'est un metteur en scène qui cherche à saisir quelque chose qui ne saurait être saisi. Et moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui fait durer ses plans, qui fait durer les moments, qui filme la lumière. On pourrait faire un podcast entier, même une thèse, les amis, sur à quel point est-ce que l'objet même de la filmographie de Malick, ce serait pas la lumière, c'est-à-dire que Malick filme la lumière, en tant que la lumière serait un objet, comme un animal ou un humain qu'on pourrait filmer, mais est-ce que cette démarche a du sens ? Et je pense que c'est cette problématique-là qui me fait décrocher de ces films. C'est cette idée-là qui fait que je ne peux pas aimer le cinéma de Terrence Malick parce que la question de Dieu me passionne, la question de la foi me passionne, la question de tous ces enjeux qui dépassent l'humain, l'infini, tout ça, ça me passionne. Mais comment peut-on représenter quelque chose qui nous dépasse ? Et même si Terrence Malick essaye, je crois que fondamentalement, et c'est peut-être une vision restrictive que j'aime, en tout cas je la partage avec vous, je crois que fondamentalement, il est vain de chercher à représenter ce qui ne pourra jamais l'être. Il y a un moment où l'image ne suffit pas, et je sais pourtant que cette beauté existe chez certains spectateurs, parce que Terrence Malick a beaucoup de fans parmi les cinéphiles, et je suis très heureux pour eux qu'ils accèdent à cette grâce, à cette beauté, peut-être qu'ils adhèrent d'ailleurs à cette vision du monde, à cette recherche de la beauté, de la grâce, de
Ouais, qu'ils sont émus, qu'ils ont... Bah, on va reprendre ce qu'on disait dans l'épisode sur l'identification au cinéma, qu'ils ont quelque chose à projeter, en fait, sur l'écran, et je suis ravi pour eux, et moi, je n'y arrive pas. Et je pense que, fondamentalement, si je n'y arrive pas, c'est parce que nous avons un désaccord profond sur ce que le cinéma est capable de faire. Ce n'est que mon avis, bien sûr, mais je suis intimement persuadé qu'il serait beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fort aussi, de filmer un personnage qui est à la fois, plutôt que d'essayer de saisir quelque chose de si irreprésentable, en fait, qui ne peut pas être représenté, et de perdre son temps à essayer d'illustrer quelque chose qui n'appartient qu'à l'âme de celui qui en fait l'expérience. Je crois que la question divine fait partie de ces sujets qui appartiennent à l'intimité humaine et que, en fait, nous serons absolument incapables, et peut-être à tout jamais d'ailleurs, de la saisir. Faire ressentir le sentiment d'infini dans des images, je crois que ça n'est pas possible, et je crois qu'il y a un moment où l'image n'a plus cours, qu'elle n'a plus de rôle à jouer. Et en disant ça, ça me fait penser à un extrait, alors ça va vous faire rire que je vous lise ça, mais je trouve ça intéressant de faire le parallèle justement avec la démarche de Malick de filmer ce qui n'existe pas, en tout cas ce qui ne peut pas être capté par une image, et ce livre d'Étienne Klein, qui est un philosophe des sciences, pour ceux qui voient qui c'est, qui a écrit un livre qui s'appelle Petit voyage dans le monde des quantas, où il parle de la physique quantique en fait, et voilà, c'est un livre très intéressant que je vous recommande de lire. Mais il y a un passage dans ce livre que je suis en train de lire en fait au moment même où je réfléchissais à ce podcast, et qui m'a beaucoup intéressé justement sur la question de la limite de l'image, et sur la question de la représentation du monde, et la question de la représentation notamment de l'infini, que ce soit l'infiniment grand lorsqu'on s'intéresse à la question divine, ou de l'infiniment petit. Et j'aimerais bien vous le lire, donc c'est un texte sur la physique quantique, donc voilà, je ne vous prends pas par surprise, mais je trouve ça intéressant qu'on essaye de réfléchir à ce qu'il dit, et qu'on l'applique à la question divine, et qu'on l'applique plus généralement à la question du cinéma. Je vous lis. En réalité, les objets quantiques ont des comportements étranges qu'aucune chose habituelle n'est capable de reproduire. Pour les comprendre, il convient donc de rompre préalablement, de façon franche, avec nos conceptions habituelles. Existe donc le requisite de la picturabilité comme préalable à la compréhension, car il est impossible de dessiner un atome. D'abord, son noyau vibronnant ne ressemble en rien à l'espèce de framboise statique et bicolore qui sert souvent à le représenter dans les manuels scolaires. Ensuite, ces électrons n'ont pas les trajectoires que les dessins leur accordent trop fréquemment. Et d'ailleurs, ils ne ressemblent pas non plus aux vagues nuages diffus par lesquels certains autres manuels tentent au contraire de faire sentir qu'ils n'ont pas vraiment de trajectoire. Mais alors, que veut dire comprendre lorsqu'il n'y a plus d'image juste ? La disparition des poissons pilotes de l'intelligibilité que sont les images, les illustrations ou les schémas, engendre une frustration sceptique chez ceux qui ont besoin de voir pour croire. Mais c'est au contraire de la fascination qu'elle fait naître chez ceux qui s'émerveillent de voir l'intelligence, capable de démentir, puis de dépasser ce que les images indiquent ou traduisent. Car perdre l'image, ce n'est pas tout perdre. C'est même en acceptant d'être à la fois abstraite et foncièrement iconoclaste que la physique quantique a pu bâtir son extraordinaire efficacité. Je crois que ce que l'on peut conclure de ce texte appliqué au cinéma de Terrence Malick, c'est que j'ai besoin de voir pour croire, ou qu'en tout cas, je crois que le domaine du voir appartient à ce qui peut être vu. Et je pense que c'est une distinction philosophique très forte entre les spectateurs qui aiment Terrence Malick et ceux qui ne l'aiment pas. Je fais partie de ceux qui ne l'aiment pas, mais qui reconnaissent sa démarche, qui sont fascinés par sa volonté de saisir ce qui ne saurait être saisi, ou en tout cas dans une toute petite mesure. Et on pourrait d'ailleurs s'interroger sur sa méthode de travail, dont a récemment parlé Mathieu Kassovitz sur le tournage de The Way of the Wind, qui est son prochain film qui normalement devrait sortir en 2021, donc cette année. Et en fait, il raconte cette anecdote, Mathieu Kassovitz, il dit en fait, on a fait une prise qui me semblait interminable, on jouait, et à un moment donné, je me dis, mais c'est pas possible, ça fait hyper longtemps qu'on est en train de jouer, ça fait des dizaines de minutes qu'elle est en train de durer la prise, quand est-ce qu'il va dire couper ? Et là, Mathieu Kassovitz lève les yeux et voit que Terrence Malick, en fait, n'était pas du tout en train de regarder la caméra, n'était pas du tout en train de regarder le cadre, il était en train de choisir un donut sur la table de régie qu'il allait manger.
Parce qu'en fait, ce que veut Terrence Malick, c'est saisir quelque chose qui ne saurait être saisi. Et donc, il a simplement à attendre que cette chose advienne, et il n'a pas besoin de la faire advenir. C'est une vision du cinéma qui est très puissante, très particulière, à laquelle je n'adhère pas, mais dont je comprends qu'on puisse y adhérer. Et si Terrence Malick parle à autant de gens, si autant de gens ont adoré The Tree of Life, c'est bien que ce sentiment d'infini qui est en chacun de nous, on a chacun une façon différente de l'appréhender. Et si c'est à travers Terrence Malick que ce sentiment permet d'exister en vous, j'en suis ravi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce metteur en scène. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que même chez les fans de Terrence Malick, ça vous a ouvert en tout cas des possibilités de réflexion. Peut-être que vous êtes d'accord, pas d'accord. Les commentaires sont là pour ça si vous voulez qu'on échange là-dessus. N'hésitez pas à proposer d'autres sujets. J'espère que parler de Dieu à cette heure tardive vous dispensera de faire votre prière du soir. Et je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.